Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes vendredi 17 février 2023. L'essentiel de l'actualité à l'échelle internationale, c'est sur le leader des web TV. Bonjour à chacun et à tous. On démarre par le Sénégal. À quelques mois des élections présidentielles 2024, un ténor de l'opposition sénégalaise a été brutalisé dans son véhicule par les forces de l'ordre à Dakar. Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est vu sorti de son véhicule ce jeudi 16 février 2023 alors qu'il revenait du tribunal. Des gendarmes ont forcé la sortie d'Ousmane Sonko, l'un des principaux chefs de l'opposition sénégalaise, de son véhicule à Dakar, suscitant une vive tension entre l'opposant et les forces de sécurité. Des images en direct ont montré des gendarmes brisant la vitre de la voiture à l'arrière de laquelle se présentait Ousmane Sonko et le sortant en le tirant par le bras. Bien que l'opposant ait demandé s'il était en état d'arrestation, les gendarmes ont nié et ont reconduit Ousmane Sonko chez lui. La scène a été filmée et reprise par les médias locaux. La tension est à son comble à un an de la présidentielle et cette confrontation survient après que Sonko ait comparu devant le tribunal dans une affaire ne dépendant pas de sa candidature à la présidentielle. Cette confrontation intervient à la veille des élections présidentielles dans un pays généralement stable et en proie à des tensions politiques croissantes. Les forces de sécurité ont déployé des grenades lacrymogènes contre les partisans de Sonko qui ont tenté de suivre son procès au tribunal. Deux jeunes citoyens guinéens ont trépassé dans des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre ce jeudi 16 février 2023 à Conakry. Cet événement tragique qui s'est produit dans les quartiers de la banlieue a enfin obligé les autorités guinéennes à réquisitionner l'armée pour ramener le calme. Certains quartiers de la banlieue de Conakry, comme Gagbelen, Sofania, Koza et Bambeto, ont été le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de sécurité jeudi 16 février. Dans ces quartiers populaires, épicentres de toutes les contestations sous les différents régimes qui se sont succédés en Guinée depuis la fin des années 90, des barricades ont été érigées et des poubelles renversées sur les principaux acteurs. Mais le déploiement massif des forces de l'ordre a empêché les manifestants de se rassembler à la tannerie dans la banlieue de Conakry, point de départ de la marche. Ils étaient dispersés par la police et la gendarmerie à coups de gaz lacrymogène. Des coups de feu ont même été entendus. Pendant les heures, des journalistes qui couvraient la manifestation ont été molestés et injuriés par des militaires réquisitionnés pour prêter main forte aux forces de sécurité. Les manifestants réclamaient entre autres la libération de leurs leaders détenus depuis plusieurs mois, la gestion transparente de la transition, un dialogue inclusif interguinéen et un retour à l'ordre constitutionnel. Selon un bilan fourni par le FNDC, 2 jeunes hommes sont morts dans ces échauffourées. Ibrahima Diallo, 16 ans, à Sonfonia Fardeux et Abdoulaye Karimba, 19 ans, à Concasseur, Amdalaï. Le collectif d'opposition compte 58 blessés et une cinquantaine d'arrestations. En Tunisie, suite au recul de la liberté de la presse et à l'arrestation du journaliste Noureddine Bouta, directeur général de Mosaïque FM, les journalistes tunisiens ont organisé ce jeudi 16 février 2023 une journée de la colère afin d'exprimer leur mécontentement au pouvoir. C'était aussi l'occasion pour ces professionnels des médias de dénoncer leurs conditions précaires de travail. Nous sommes des journalistes, pas des terroristes, reprend la foule. Aux abords du siège du gouvernement à Tunis, la police bloque l'avancée des protestataires. Certains reporters laissent éclater leur colère. Est-ce que vous avez oublié que c'est nous les journalistes qui avons porté votre voix et celle de tous ceux qui ont manifesté pendant ces années-là? Et aujourd'hui, vous venez nous encercler et nous bloquer?
Dans la foule, Samy Boisis de l'ONG Reporters sans frontières, un ruban rouge accroché au bras. Sans presse libre, il n'y a pas de démocratie et de société démocratique parce que ce sera facile pour une dictature d'attaquer tous les autres droits, explique-t-il. Alors que le directeur général de Mosaïque FM, radio la plus écoutée du pays, a été arrêté en début de semaine, les journalistes tunisiens craignent une répression accrue de leur profession. C'est le cas de Houssine Dababi, rédacteur en chef de la radio en question. Le dossier de notre directeur est vide, sans fondement et illégal. En tant que journaliste tunisien, j'ai peur de perdre ma liberté d'expression. C'est le seul acquis de la révolution de 2011. La Tunisie occupe aujourd'hui le 94e rang sur 180 au classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, soit une chute de 21 places en une année. Et pour finir, des responsables politiques de près de 150 pays se retrouvent ce vendredi 17 février 2023 en Allemagne pour 3 jours d'échanges et de débats sur le thème « La sécurité mondiale ». Au menu de cette 59e édition de la conférence de Munich, l'Ukraine et les relations sino-américaines. 30 chefs d'État et de gouvernement, une centaine de ministres du monde entier, la conférence de Munich reste un rendez-vous majeur qui aura cette année pour tête d'affiche la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, le patron de l'OTAN pour encore quelques mois, Jens Stoltenberg, Emmanuel Macron ou encore Olaf Scholz, le chancelier allemand. En 2022, ce forum s'était tenu à partir du 18 février, quelques jours seulement avant l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Un an plus tard, les participants devraient renouveler leur engagement en faveur du gouvernement ukrainien et faire le bilan de l'aide militaire et financière fournie à Kiev depuis le déclenchement des hostilités. Les munitions sont devenues la priorité et le problème des alliés. Il s'agit d'une guerre d'usure et d'une bataille logistique, insiste le secrétaire général de l'OTAN. Car, en moyenne, depuis le début de l'invasion, l'armée russe a tiré plus de 20 000 obus par jour et les canons ukrainiens en ont consommé près de 5 000 et il ne s'agit que d'une moyenne. Problème, l'Ukraine a utilisé plus de munitions que l'Alliance ne peut produire. Cela épuise nos stocks et met nos industries sous pression, assure Jens Stoltenberg. Dans l'urgence, les États-Unis ont porté leur capacité de production d'obus d'artillerie de 155 mm à 90 000 par mois, mais cela ne permet de couvrir que partiellement les besoins ukrainiens. Quant à la France, elle ne produit que quelques dizaines de milliers d'obus de 155 par an et son industrie peine à accélérer. Même chose pour les munitions complexes comme les roquettes des HIMARS. Alors, loin devant la fourniture d'avions ou de chars, le calendrier pour la fourniture de munitions est devenu le véritable enjeu car Kiev craint de manquer d'obus. C'est sur cette information que nous mettons un terme au condensé de l'actualité à l'échelle internationale. Merci pour votre fidélité au leader des Web TV. À bientôt.